un monsieur s'amène sur nous et se présente. Il dit « Je suis le baron Bode de Haute-Cloque. Vous ne m'avez pas vu parce que c'est mon habitude, avant de me faire connaître, de rencontrer les gens. Je tiens à étudier, à regarder les gens. Et je me suis rendu compte que vous étiez de braves personnes, courageux, accueillants. Vous êtes dévoués pour les autres évacués. Je vous félicite. Alors, si vous avez des questions à poser, vous me les demandez. Donc, je vous répète, je suis le baron Bode et mon épouse est de la famille de Haute-Cloque. C'est très bien. Et ce baron nous dit, voilà, après vous avoir étudié, je peux avoir confiance en vous, nous avons la chance que cette commune bénéficie toujours du courant électrique et de l'eau potable. Alors, si vous souhaitez me rejoindre le soir dans ma bibliothèque et partager avec moi l'écoute de la BBC ou de Radio Lausanne, de votre radio libre, vous venez me rejoindre dans ma bibliothèque le soir vers 20h, 20h30. De cette façon, vous serez comme moi au courant du déroulement des opérations. Immédiatement, nous l'avons remercié, bien sûr, et dès ce soir-là, nous sommes retrouvés une dizaine de personnes, avec le curé du village, le maire du village, comme je vous l'ai dit, peut-être 200-300 habitants, quelque chose comme ça. Ensuite, quelques évacués, mon papa, madame la baronne et monsieur le baron. Donc, nous entendons le déroulement des événements, la défaite des Anglais, la défaite des Français, les succès allemands. Naturellement, nous étions révoltés et anéantis devant toutes ces mauvaises nouvelles. Les jours s'écoulent, les semaines s'écoulent, puis arrive le mois de juin 1940. Alors, le 18 juin 1940, nous nous trouvons dans la bibliothèque de monsieur le baron, et tout à coup, nous, vers 20h30, nous entendons le speaker qui nous conseille, qui nous déclare ceci. Vous allez entendre une déclaration très importante du général de Gaulle. Puis, on l'entend dire quelques paroles en anglais et ensuite dire « à vous, mon général ». Et c'est là qu'avec stupeur, nous avons entendu en direct le véritable appel du général de Gaulle du 10 juin 40. Inouï. La plupart du temps, les gens étaient sur les chemins d'évacuation, il n'y avait pas de transistor, beaucoup de communes n'avaient plus le courant électrique, et nous avons cette chance exceptionnelle. Alors, tout de suite après l'appel du général de Gaulle, pendant quelques minutes, nous discutons avec le curé du village, monsieur le baron, madame la baronne, mes parents, tout. Alors, pour être honnête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ayant été élevé dans la religion, une famille profondément chrétienne et encore plus patriote. Donc, l'appel du général est tombé dans une sorte de terreau chez moi. Et immédiatement, dans ma petite tête de gamin de 17 ans, mon choix était fait. Je m'étais décidé, j'ai dit bon, je vais essayer de trouver une combine pour nuire, selon mes faibles moyens, nuire à l'ennemi. Alors ensuite, les semaines s'écoulent, les mois, nous arriverons au mois de février 1941.
43, février 43. Il a fait un hiver épouvantable, environ 20-25 cm de neige, moins 10, moins 12, très très froid, très froid. Alors, nous continuons notre travail de renseignement pour la résistance. Tout à coup, le capitaine Salomé me rattrape, me dit « Jackie, tu es seul, tu es célibataire, et on va te confier une mission qui va nécessiter une absence de plusieurs jours, une absence de durée. » Il dit « Voilà, nous sommes en panne de contact avec l'Angleterre. Nous avons quelques microfilms qu'il faut transmettre tout de suite dans le Midi, gagner l'Afrique et après l'Angleterre. Comme tu es célibataire, que tu n'as personne à charge, nous t'avons désigné. » Sur le coup, j'ai hésité, puis après, toujours le jeune âge de l'inconscience et l'aventure, je dis « Ok, d'accord. » Alors, tout de suite, nous prenons contact avec Résistance Fer. Vous avez entendu parler de Résistance Fer, qui était un réseau extraordinaire, tous les cheminots extraordinaires. Donc, nous connaissions un cheminot de Résistance Fer, monsieur... comment s'appelle-t-il? Bon, le nom reviendra. Nous prenons rendez-vous avec lui, et puis, avec le capitaine Salomé, il dit « Je vous tiens au courant dès qu'il y aura un matériel vide qui passera à Douai, à destination la France libre. On vous fera signe immédiatement. Monsieur Firmin, qui est un cheminot. » Alors, Salomé, ok, d'accord. Un jour, le capitaine Salomé prend contact avec moi, il me dit « Ça y est, ce soir passe un matériel vide qui quitte l'île La Délivrance. » Souvent dit l'île La Délivrance. C'était l'île La Délivrance, un des plus gros dépôts matériels ferroviaires de France. Alors, tout de suite, le capitaine Salomé dit « C'est un train de matériel vide qui vient de l'île à destination de Chalon-sur-Saône. » Il dit « C'est tout ce qu'il faut, comme ça, tu vas prendre les microfilms, traverser la zone, la ligne de démarcation, et là, tu prendras en contact avec le curé de la ville de Buxy, tu te mettras d'accord avec lui te mettra en relation avec un passeur pour toi passer la ligne de démarcation, et ensuite tu dois te rendre à Palavas-les-Flots, où tu te rendras à l'église tous les jours, tant que tu n'auras pas pris contact avec notre agent du coin, et lui remettre les microfilms. Bon, d'accord. Arrivé le soir, le froid, la neige, bien couvert, au maximum, naturellement. Et puis, M. Firmin m'ouvre, c'était des wagons à bestiaux de matériel vide. Il ouvre une porte, il m'installe, et puis, bonne chance. Bon. Alors, le train reprend sa route, et en cours de route, j'avoue, une des rares fois où j'ai eu peur. Le froid, la neige, le train prenait la route d'Amiens, Longo, où se trouvait la ligne de démarcation, où les Allemands fouillaient en gros les trains
voir s'il n'y avait pas de passagers clandestins. Bon, et là, je réfléchis. Je dis, mais tu t'en vas abandonner la famille, les parents, les amis, l'aventure à ton âge, le froid, l'hiver. Et là, sincèrement, j'ai presque paniqué. Puis après, je me suis raisonné, de toute façon, il est trop tard, je suis dans le train. J'avais une petite mallette avec les microfilms, hein, c'était tout. Et puis, mon petit panier avec un peu de vivres et un peu de linge, de rechange. Bon, cet instant passé, c'est tout. Je reprends mes esprits. Arrivé à Longo, le train s'arrête. J'entends sur le quai les patrouilles allemandes qui, de temps en temps, ouvrent un wagon, un coup de lumière pour voir s'il n'y avait pas de passagers clandestins, car, paraît-il, à l'époque, beaucoup de jeunes Français cherchaient à gagner la France libre, compte tenu de la présence des Allemands, d'une part, et deuxièmement, le rationnement. Les jeunes, comme les autres, tout le monde crevait de faim. Donc, beaucoup de jeunes Français essayaient de fuir, monter dans des convois pour gagner la France. Bon. Ensuite, le train se remet en route et il roule toute la nuit. Inutile de vous dire, passer une nuit avec du moins 10, moins 12, moins 15, la neige, épouvantable. Je ne tenais plus tellement j'avais froid. Mais j'étais en route, il fallait accomplir la mission. Alors toute la nuit, le train roule, et puis le lendemain, en fin de matinée, le train s'arrête, et je vois entre les interstices Chalon-sur-Saône. Si c'est pas possible, on est arrivé sans pépin. J'étais tout heureux. Et puis, avec beaucoup de mal, j'ai réussi à glisser un peu la porte pour pouvoir sortir de ce wagon à bestiaux. Et tout de suite, en face de la gare, quelques bus. Et tout à coup, j'aperçois un bus, Buxy. Et c'est justement cette destination que je devais prendre. Buxy, c'était une petite ville vinicole. C'était là que je devais me rendre, chercher à prendre contact avec le curé du village qui devait me mettre en contact avec un passeur et passer en France libre. Je prends donc l'autobus, et puis, parti. Peut-être 15-20 kilomètres après, on arrive Buxy. Alors, je descends. Ce qui m'a semblé drôle, c'est que il y avait des Allemands dans toute la petite ville vinicole. Après, j'ai eu l'explication, compte tenu que c'était la ligne de démarcation, eh bien, il y avait des centaines et des centaines d'Allemands qui étaient là pour assurer la sécurité, si on peut dire. Bon, alors, je descends, je tombe sur une dame, je lui demande le presbytère. Elle m'a dit donc le presbytère, où avec d'énormes cautions, je gagne ce presbytère. Naturellement, depuis la veille que j'étais dans le train, mais ce qui est particulier, c'est que arrivé à Buxy, c'était la même température cette année-là. Nous avons eu un hiver exceptionnel, autant de neige là-bas qu'ici. Un hiver vraiment rigoureux, vraiment. Alors, je suis au presbytère,
une dame d'un certain âge vient m'ouvrir, tout de suite, elle dit, mais monsieur, vous ne voyez pas dans l'état où vous vous trouvez. Alors, la voix tremblotante, je dis, si, madame, je sais, mais enfin, allez, rentrez, monsieur, tout de suite. Elle me dit de me réchauffer, elle m'a fait du café, elle m'a donné un gros de baguette. Elle dit, resterez-vous un petit peu, monsieur, mais vous vous imaginez, mais que faites-vous là par un temps pareil? Alors, à mon couvert, je lui ai dit, j'ai rendez-vous avec monsieur le curé, qui doit me faire passer à raisonner. Elle dit, monsieur le curé n'est pas là, il est parti en réunion dans le coin, il ne rentrera qu'après la nuit tombée. J'ai dit, écoutez, madame, je ne vais pas vous compromettre, je vais me réchauffer. Elle dit, si, réchauffez-vous, monsieur. Alors donc, près du poêle, je me suis réchauffé dans la main. Elle est même derrière moi, main frottée dans le dos. Vraiment, un accueil formidable. Et après, étant réchauffé, peut-être 1 heure après, je lui ai dit, écoutez, madame, je ne veux pas vous compromettre, je vais reprendre la route et je reviendrai à la nuit tombée pour rencontrer monsieur le curé. Elle dit, vous faites ce que vous voulez, monsieur, mais si vous voulez, attendez, après monsieur le curé. Je dis, je ne peux pas, madame. Si jamais j'ai été repéré descendant du bus, tous les Allemands qu'il y avait, si jamais on m'a vu m'arrêter chez vous, je ne veux pas vous compromettre. Je dis, écoutez, monsieur, vous êtes assez grand pour prendre votre décision, faites comme vous voulez, mais moi, je vous dis, vous pouvez rester. Je dis, madame, 1000 fois merci de votre accueil, mais je vais gagner le vignoble, et puis je vais attendre. Alors, bon, je la remercie encore une fois, j'étais réchauffé, et je reprends la route, et comme c'était une petite ville vinicole, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends la route, et j'essaie de gagner le dehors. J'ai fait un petit kilomètre à pied, toujours croisant des Allemands, et puis j'arrive à la sortie de la petite ville, le vignoble, naturellement, que des cèpes, puisque c'était au mois de février. Marchant dans la neige, le froid, j'arrive donc au vignoble, j'avance dans le vignoble, et tout à coup, sur la gauche, une statue, c'était Notre-Dame de Buxy. Bon, je risque quelques pas pour gagner le vignoble et attendre que le soir arrive. Je fais peut-être 150 mètres dans le vignoble. Tout à coup, j'entends crier « Halte !» Bon, j'ai compris tout de suite. Je suis donc resté sur place et dans la neige, j'ai laissé tomber mon petit panier avec mes vivres et mes vêtements. Et de l'autre, je lâche ma petite sacoche avec les microfilms. Et aussitôt, les 2 Allemands me crient « Comme, viens !» C'est là que s'est joué mon avenir. Imaginez que les Allemands, plutôt que de me crier « Halt !», si les Allemands m'auraient crié « Halt !» et ils se seraient dépassés, ils seraient venus sur moi et me fouiller, j'étais pris. Mais voyez-vous le destin? Ils m'ont crié « Comme, viens !» ce qui m'a permis de laisser tomber la petite sacoche. J'ai repris et en faisant une tour, j'ai piétiné la sacoche dans la neige et ensuite je suis venu sur les Allemands. Ils m'ont fouillé, je ne savais plus rien, j'étais sauvé. Donc, comme ils m'ont donc fouillé sur moi, et puis mon petit panier, et comme je n'avais rien, ils m'ont fait monter dans une camionnette, une petite camionnette qu'ils avaient, et me ramenaient
à Chalon-sur-Saône, à la commandanture de Chalon-sur-Saône. Arrivé là, tout de suite, avant de descendre, ils me mettaient mes notes et ils me font rentrer à la commandanture. Alors la commandanture, je suis tombé sur le commandant allemand, tout étonné, et puis il me dit, mais il parlait très bien français, il me dit, mais monsieur, que faites-vous ici? Vous êtes du Nord. Ils ont pris mes papiers tout de suite. Que faites-vous? Donc, le motif était prévu. Salomé me dit, Jackie, qu'il t'arrive n'importe quoi, un seul mot, tu viens du Nord, tu es jeune, tu crèves de faim, tu as donc risqué ta chance de passer en France libre pour t'engager dans l'armée d'armistice. Alors le commandant me regarde, il dit, répétez ce que vous venez de dire, monsieur. Alors je lui ai redit. Il dit, depuis si loin, vous venez du Nord. Je dis, oui, et on crève de faim. Nous sommes sous l'occupation, n'avons pu arranger, ce qui explique ma fuite d'avoir quitté le Nord. Il était saisi, puis il me dit, j'ai tendance à vous croire, mais votre péripétie mérite une enquête. Hélas, je vais vous faire mettre en prison, monsieur, pendant que nous allons demander dans le Nord de vérifier vos dires. Excusez-moi encore pour votre emprisonnement, mais j'ai pas d'autre moyen. Alors, les deux Allemands me remettent les menottes et m'emmènent à la prison qui était tout près. Et là, c'était le malheur de ma vie. Ils m'ont enfermé pendant 9 semaines, mais avec toutes sortes des clodos, comme on dit, des droits communs, des gens sales et tout. J'ai souffert terriblement pendant 9 semaines. Ça s'est passé tant bien que mal. Même la nuit, il fallait faire attention parce que les gars qui étaient à côté, c'était la fauche. Hein. Quand ils apportaient la gamelle, ils venaient vous prendre votre gamelle pour avoir la double ration. Enfin, épouvantable. Puis un beau jour, on s'amène, on vient me chercher, on me remet les menottes et on m'emmène à la commandanture. Puis je revois le commandant, bref, bonjour monsieur, monsieur Desbonnets, qui me dit, très correct, hein. Il me dit, écoutez, voilà la suite de l'enquête, suite à votre aventure. Nous venons d'avoir confirmation, c'est la vérité, tout ce que vous avez dit, ça se tient. Vous êtes un jeune, vous êtes en occupation à Douai, et en effet, beaucoup de jeunes de votre âge quittent le Nord pour gagner la zone libre et contracter un engagement dans l'armée d'armistice. Je vous présente mes excuses, monsieur, pour vous dire, le gars, on sentait que c'était pas le bas de classe. Hein. Alors il a dit, écoutez, moi maintenant, mon travail, c'est de vous refouler sur le Nord, on ne peut pas vous garder ici, je vous rends vos papiers, je vous donne un Ausweis et un billet qui va te faire, et on va vous mettre dans le train, dans le rapide, Chalon-sur-Saône, Paris. Alors, j'ai donc remercié ce commandant, il avait été très correct, j'avais pas de raison, puis je me méfiais en plus. Donc, on m'a remis les menottes malgré tout, et les 2 sentinelles m'ont accompagné jusqu'au rapide,
Et ils m'ont fait monter dans le train. Et ensuite, une fois le train parti, ça a été fini. J'ai donc attendu de rentrer à Paris. Tout de suite, j'ai pris le métro pour reprendre un train à Paris-Nord et rentrer à Douai. Alors, inutile de vous dire, tout le monde pensait mort. Mes parents, mes amis, tout. Épouvantable. Bref, c'était une aventure de plus, quoi. Ai-je besoin de dire que le capitaine Salomé, j'avais loupé ma mission, et c'était terrible. Ils attendaient quand même les microfilms, et comme ils se trouvaient enfouis dans la neige, l'aventure était finie pour ces objets. Alors le capitaine Salomé, pendant quelques jours, ne me parlait plus du tout compte tenu de l'échec de ma mission. Oui, parce que, faut dire, après mes différentes activités, ensuite j'ai été condamné à ma prison, j'ai été libéré, et lorsque je suis rentré, mes parents avaient reçu une convocation pour le STO, service du travail obligatoire. Et compte tenu de mon état de santé, il n'était pas question pour moi de partir au STO. Donc, tous les amis que nous avions avaient fait l'impossible et m'avaient fait intégrer la défense passive. Et la défense passive, j'ai donc été affecté spécial. Donc, il n'était plus question de partir en Allemagne au STO. Et, de par ma fonction, j'ai été nommé ambulancier. J'avais donc en charge une grosse ambulance pouvant transporter 4 blessés avec 4 brancards. Très bien. Et Douai a subi un bombardement épouvantable le 11 août 1944. Il y a eu à peu près 300 morts à Douai. Donc, vous voyez, le travail qu'on a eu, d'ailleurs, ça a été dit, vous pouvez vérifier si vous voulez, Douai a été la deuxième ville la plus détruite du Nord après Dunkerque. Les bombardiers sont arrivés, ils étaient peut-être à 200 bombardiers, à peu près autant de chasseurs, mais très très haut, à 400 000 mètres d'altitude. Ils n'avaient qu'une hâte, lâcher leurs bombes, ils ont démoli tout l'intérieur de Douai. Il n'y avait pratiquement plus d'Allemands. Donc, j'étais très fatigué parce que on a travaillé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits pour retirer tous ces cadavres, tous ces blessés, des bustes, des têtes, enfin, pas besoin de vous faire un détail, vous vous doutez après un bombardement comme ça, des bombes et des torpilles de 500 kilos, ça fait du ravage. Donc, mes parents avaient quitté Douai et étaient partis se réfugier à l'Alain, une petite commune à 15 km de Douai. Donc, après toutes ces nuits et ces jours tragiques que j'avais passés, on m'avait mis en repos. Donc, j'étais parti me reposer à l'Alain. Donc, la libération de Douai, s'est produite le 1er septembre. Mais compte tenu de ce que les Américains, les Canadiens, les Anglais nous avaient fait, ils avaient fait un tel ravage inutile, eh bien, j'ai décidé, je ne suis pas venu à Douai, j'ai refusé de participer à la libération de Douai. Je suis resté dans mon petit coin de campagne, j'ai entendu le roulement du matériel allemand qui battait en retraite et l'arrivée des chars anglais, canadiens et tout ça. Mais honnêtement, je ne me suis pas senti concerné. J'en avais trop gros sur le cœur de voir ces
centaines de victimes, hein, et c'est pour ça que je n'ai pas participé à l'énumération. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous donner des détails de ce que je n'ai pas vécu.